et parce qu'en fait, on a aussi beaucoup de patients qui l'utilisent. C'est ça, victime de son succès. En fait, le planning d'utilisation est plein. Au début, il a été testé chez quelques petits patients pour qui on avait vraiment des besoins importants de pression profonde. Et puis petit à petit, ça s'est développé jusqu'à arriver à une centaine de patients qui ont dû bénéficier de ce dispositif. Alors, pour certains depuis un petit moment, d'autres sur des plus courtes périodes. Mais en tout cas, voilà, il y en a beaucoup qui ont pu expérimenter Otto. Et puis sur une variété d'âge assez étendue, puisque des enfants de 3 jusqu'à 12 ans, avec des profils du trouble du spectre de l'autisme, mais avec aussi des troubles du neurodéveloppement associés, donc un trouble du développement intellectuel par exemple, du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, et du coup c'est intéressant aussi d'évaluer les bénéfices sur des profils un peu variés. Alors c'est vrai que dans les premiers patients qu'on a accompagnés, on avait un peu ciblé le groupe des plus grands de l'hôpital de jour parce que j'étais psychomotricienne référente de ce groupe-ci et puis parce qu'on avait des patients qui étaient en capacité d'assez vite comprendre le fonctionnement. Et donc au départ, on utilisait une petite montre pour les patients, suivre un petit peu pendant la séance. Et en fait, quand ils me voyaient arriver sur le groupe, ils voulaient tous venir avec moi parce qu'ils avaient repéré la petite montre. Donc on voit qu'il y avait un vrai besoin, une vraie envie d'aller essayer le fauteuil auto, notamment pour trois petits patients qui ont vraiment beaucoup apprécié et qui avaient vraiment besoin de pression importante. On a même un patient où vraiment sur la limite de temps, on s'était fixé 20 minutes au maximum. Et donc là, au bout de 20 minutes, on devait lui dire que c'était fini. On a vu quand même qu'en répétant les séances dans la semaine, ça permettait justement de diminuer un petit peu ce temps. En tout cas, très vite, ça a été notre petit patient un peu phare. D'ailleurs, il y a une vidéo de lui sur YouTube parce que c'était vraiment Otto à un instant qui lui procurait un bien-être vraiment important et qui lui permettait de se réguler dans la semaine et c'était vraiment important pour lui. Moi, j'ai une expérience avec les plus petits, donc c'est intéressant aussi parce que c'est un autre regard. Avec les plus petits, donc autour de 3 ans, là, on est plutôt dans un usage lié à une habituation aussi, par rapport à un nouveau lieu, puisque Otto, il est dans une salle qui est dévolue juste à l'utilisation d'Otto, il n'y a rien d'autre, c'est épuré et c'est important que ce soit comme ça. Donc déjà pouvoir aller jusque dans la salle, comprendre qu'il faut pouvoir s'asseoir dans le fauteuil, et c'est pas simple non plus pour des tout petits qui sont très instables, qui ont du mal à faire du lien entre les choses, comprendre ce qu'on attend d'eux. Mais ce travail, au cours de l'année, on voit vraiment apparaître un repérage des lieux, un plaisir pris aussi dans l'usage d'Otto, puisque après, les rituels mis en place de s'asseoir, enlever ses chaussures avant de grimper dans le fauteuil, ça en fait, ils l'acquièrent et ils le font tout seuls, en autonomie, donc c'est vraiment très intéressant. Et en fonction des profils des enfants, certains, au cours de l'année, commencent à pouvoir utiliser la télécommande tout seul, à faire du lien avec les sensations reçues, d'autres pas. Et là, ça nécessite de continuer de pouvoir les accompagner. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit augmenter. Là où pour les plus grands, il faut pouvoir stopper le temps d'utilisation et pas dépasser un seuil, avec les plus petits, on augmente le temps d'utilisation et de stabilité dans le fauteuil. Au départ, ils peuvent rester 1 minute et puis ressortir. C'est pas grave, ils font un petit tour, hop, on réessaye aussi. On y va vraiment doucement. Et au fur et à mesure de l'année, en fait, ils restent de plus en plus longtemps. Et comme ils suivent apparaît une évolution, en changeant de groupe, en fonction des groupes d'âge de l'évolution, en fait, ce travail-là se poursuit. Ce qui est vraiment important, c'est d'individualiser de toute façon. C'est vrai qu'avec le fauteuil auto, on ne va pas faire exactement la même chose pour tous. On va vraiment s'adapter à leurs particularités, à leur profil, à leurs besoins. Ça, c'est très important. Il faut passer le petit temps d'habituation, mais assez vite, c'est quelque chose qu'ils vont repérer et qu'ils vont réclamer pour certains. En tout cas, il y a vraiment un plaisir à y aller. Et souvent, ce qu'on peut observer, alors même pour les plus petits, sur le plan non-verbal, ça va vraiment être un apaisement. On sent vraiment qu'au niveau corporel, c'est un temps où ils vont se détendre. On voit vraiment au niveau du tonus, il y a vraiment un relâchement. C'est des temps aussi où on peut avoir des regards plus directs que dans d'autres situations. C'est des temps qui sont un peu contenus dans le fauteuil, où ils apprécient. Donc ça, c'est vrai que pour la plupart, on a vraiment ce retour, un peu ce feedback non-verbal et pour certains plus verbal. On avait mis en place aussi
toute une petite échelle pour justement qu'ils puissent nous dire comment ils se sentaient pendant, juste avant, juste après, pour essayer un petit peu d'évaluer ces effets-là. Et c'est vrai que souvent, c'est très positif. Si ça ne l'est pas, ça peut arriver pour certains que voilà, il y a un inconfort. Ouais. Alors peut-être que c'est juste ce jour-là parce qu'ils sont pas disponibles, ou peut-être pour certains c'est pas le bon moment dans leur dans leurs soins. Mais en tout cas, ce qu'on observe vraiment, c'est ce relâchement, cet apaisement, et souvent des sourires et des regards qui sont plus importants que dans d'autres situations. Ouais. On va aussi voir apparaître plus de stabilité posturale. Où justement, les petits ils peuvent avoir du mal à rester assis, à s'agiter davantage. Là, ils vont rester plus longtemps. Effectivement, ils vont être disponibles en termes plus relationnels avec ces regards. Il peut y avoir aussi, comme signe de bien-être, des petites vocalises, des petits chantonnements où ils se mettent justement à chanter. Et là, du coup, on peut se synchroniser avec eux et avoir un vrai échange. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois un moment de plaisir pour l'enfant, mais également un moment de plaisir pour le professionnel. Et ça, j'ai eu des retours des professionnels de soins sur les groupes où, au quotidien, quand même, ils sont pris dans l'émulation des groupes, avec les activités, les choses à enchaîner. Et ce temps-là, en 1 pour 1, partagé entre le professionnel et l'enfant, c'est vraiment un temps agréable pour les deux, finalement. Un temps qui permet de ressourcer les deux. Donc ça, c'est un bénéfice secondaire qu'on n'avait pas non plus anticipé. Ouais. Alors on voit, c'est sûr, une modification un peu des profils sensoriels au cours des soins. C'est justement moins de recherche de sensations proprioceptives, somesthésiques, et souvent une amélioration aussi de l'irritabilité tactile pour certains, avec en bénéfice également une régulation émotionnelle et une régulation au niveau de la recherche de sensations posturales, donc en tout cas une meilleure stabilité. Après voilà, c'est aussi le travail conjoint de toute une équipe, de plein de soins, donc ça va être intéressant grâce à la recherche d'aller évaluer ça plus finement. Et puis en plus des bénéfices sensoriels, il y a aussi des bénéfices au niveau de la disponibilité attentionnelle. Et nous, les temps d'utilisation auto, ils sont planifiés à l'avance dans l'emploi du temps des enfants, de manière régulière et suivie. Et on voit que les activités qui vont succéder ensuite à la séance auto, elles vont être mieux investies par l'enfant, puisqu'il sera plus disponible à ce moment-là. Encore une fois, ça reste des observations cliniques, mais par exemple, moi j'ai pu avoir des retours de la maîtresse spécialisée qui a pu me dire « Ah là là, la séance était vraiment super, on voit que le fait d'avoir le temps avant auto, ça le rend plus disponible. Merci » des bénéfices ensuite récupérés pour la séance. Donc c'est intéressant aussi dans la continuité. C'est pour ça qu'il faut bien choisir un moment où on propose auto. Et c'est vrai que ça, c'est même une discussion qu'on a en équipe pour se dire, dans l'emploi du temps de cet enfant, à quel moment ce serait le plus judicieux de placer la petite séance auto pour justement l'aider soit à réguler des émotions qui sont un peu fortes, soit préparer l'activité qui vient juste après pour lui donner plus de stabilité. Et ça, on le réfléchit en équipe, on essaye de trouver les meilleures solutions. Bon, parce que le planning est chargé. C'est vrai. Alors c'est vrai que quand c'est les professionnels qui testent, ils disent « Ouh là là, ça sert vraiment très très fort ». Mais j'ai envie de dire, même nous, finalement, on utilise les pressions manuelles depuis longtemps. Et quand on a vu les pressions qui pouvaient être recherchées par certains patients, on se dit on était peut-être un peu loin du compte à chaque fois. Et donc, on voit à quel point la pression, elle doit être importante. En tout cas, pour certains, il y a vraiment ce besoin. Alors, c'est en toute sécurité, ça c'est certain, mais vraiment une pression assez forte. Et c'est intéressant parce que ça a permis aussi de travailler justement avec les professionnels qui font aussi des soins de modulation sensorielle, donc des pressions manuelles, pour leur dire là ils ont vraiment besoin. Et ça, c'est un retour qu'on a en fait des patients avec autisme ou des personnes plus généralement avec autisme de bon niveau qui vont nous dire on aime bien les câlins plutôt très serrés en fait. Et on voit que les effleurements, c'est pas trop ça. Et vraiment ce besoin de pression. Et c'est vrai qu'avec le capteur, on peut voir justement pour un patient ou un autre un peu leur profil, s'ils ont vraiment besoin de très très fort, un peu moins. Et nous aussi justement d'ajuster après dans notre soin et dans notre pratique. Et puis aussi, ce qui peut être un peu surprenant, c'est que parfois les bénéfices, ils viennent du relâchement. C'est-à-dire, il y a le temps de pression et ensuite on décompresse. Et là, on voit le relâchement tonique important de l'enfant, puis après, hop, il peut se remobiliser, hop, on recommence la pression. Et c'est cette succession entre pression, décompression qui va induire le relâchement également.
Encore une fois, ça dépend des profils, mais ça, on l'a vu beaucoup. Ouais. Pour beaucoup. Auto, ça crée un petit peu un intermédiaire entre votre corps et le corps du patient. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que c'est dérangeant ou alors ça apporte autre chose? C'est vrai que ça va apporter autre chose et pour certains, ça va vraiment être utile. C'est souvent qu'on a pu justement utiliser soit des vibreurs, des choses comme ça, mais là, le fait que vraiment, il y ait cette petite distance-là et puis que le patient puisse gérer lui-même les sensations, c'est ça qu'on a trouvé vraiment utile, qui nous a d'ailleurs séduit un peu dans le projet et qu'on ne regrette pas parce que c'est vraiment de cette façon-là, donc ils sont un petit peu comme dans leur petit cocon, nous on est toujours présents et pour certains d'ailleurs même on est présents mais c'est vraiment eux qui gèrent du début à la fin leur séance pour les plus grands et donc on est là pour les emmener, les accompagner, verbaliser un peu ce qui se passe. Mais globalement, c'est eux qui vont gérer toutes les sensations. Et ça, souvent, c'est assez utile. Et en plus, ça les met dans une démarche d'autorégulation qui est aussi très intéressante et importante pour eux. Nous, c'est quelque chose qu'on vise. On le visait déjà dans notre pratique d'avant, même avec les différents outils sensoriels. Mais il peut y avoir des limitations praxiques, c'est-à-dire le fait d'avoir de l'autisme ou un trouble du neurodéveloppement fait que parfois, avoir des gestes précis avec les doigts et les mains, c'est compliqué. Et pour pouvoir utiliser un vibreur sur soi-même, faire rouler une balle, mine de rien, il faut quand même des petites compétences motrices. Donc même si nous, on cherchait le plus possible à les rendre acteurs, qu'ils puissent faire eux-mêmes sur eux les différents massages, c'est grandement simplifié là par la télécommande auto. Alors la petite difficulté de notre service, c'est qu'on a un seul fauteuil auto pour du coup l'ensemble des patients. Donc c'est vrai qu'on a plutôt un planning un peu défini et on aime bien que ce soit un petit peu routinisé dans la séance. Mais c'est vrai qu'au début de l'utilisation, il pouvait y avoir un petit picto et donc qui était un peu plus à la demande. Là, on a moins cette possibilité-là parce qu'on a beaucoup de patients. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le temps auto, il est repéré dans l'emploi du temps du patient. On réfléchit avant à quel moment ce sera le plus opportun. Et donc, ça leur permet justement de se dire « Ah bah là, je vais avoir mon petit temps auto. Ok, c'est inscrit dans mon planning. » On le fait un petit peu moins, nous, en demande, mais parce que il est dans une autre salle, il faut que les professionnels soient disponibles pour accompagner l'enfant. Et parce qu'en fait, on a aussi beaucoup de patients qui l'utilisent. C'est ça, victime de son succès. En fait, le planning d'utilisation est plein. Et le risque, si on laisse l'enfant faire des demandes spontanées, c'est que ça tombe au moment du créneau d'un autre enfant qui est en train de l'utiliser et ça risque de générer de la frustration. Donc on préfère mettre ça de côté, limiter les risques de frustration, mais l'intégrer régulièrement dans le quotidien et les venues de l'enfant. Après, selon les enfants, ça peut être une ou plusieurs fois par semaine, ça c'est déjà arrivé. Et voilà, s'ils pouvaient exprimer pour les plus grands le besoin d'y aller plusieurs fois, donc ça on a pu le mettre en place sans souci. C'est un petit Tetris sur l'emploi du temps, mais voilà. Ça nous est arrivé aussi quelquefois où on voit que l'enfant est moins disponible pour des soins de modulation sensorielle, justement de façon un peu directe, de substituer le temps du fauteuil auto à la place, où là il va être plus, dans la gestion de ses sensations. Donc plutôt sous ce format-là. Alors c'est vrai que ça peut être vraiment intéressant d'utiliser auto pour travailler justement cette régulation émotionnelle. Ce qu'on essaie quand même nous de mettre en place au maximum, c'est de prévenir auto pour pas que le fauteuil auto devienne en tout cas un bénéfice secondaire à une crise. Ça c'est important en tout cas que le patient ne l'associe pas à si je fais une crise, je vais dans mon fauteuil auto, parce que sinon ça peut devenir un peu son moyen de demande. Donc en tout cas, c'est s'assurer qu'il puisse demander le fauteuil auto quand il sent qu'il en a besoin, mais par des moyens peut-être un petit picto ou des choses comme ça. Ça peut être travaillé avec le patient. Et en tout cas, d'essayer de comprendre et d'analyser à quel moment, en effet, on voit la surcharge arriver. Et c'est peut-être juste avant cette surcharge qu'on va proposer le fauteuil auto pour justement travailler. On se détend, on se relaxe pour justement pas arriver à cette surcharge trop importante. Et c'est pour ça que nous, maintenant, on le propose vraiment dans l'emploi du temps de l'enfant, en fonction un petit peu de son emploi du temps, à des moments un peu clés où on sait qu'après, ça peut être un petit peu compliqué pour lui, et on va le mettre plutôt en amont. Ce qui permet vraiment plutôt de prévenir, de travailler la régulation, de travailler la surcharge. Voilà, ça peut être utilisé pour réguler, mais attention quand même à des effets qui peuvent être après négatifs. Donc, il faut toujours bien se poser la question de
comment on l'utilise et que ça ne devienne pas, en tout cas, un bénéfice secondaire à faire une crise. C'est là où il faut toujours être vigilant et se poser les bonnes questions en tant que professionnel. Puisqu'on sait que justement, quand les personnes sont démunies en termes de communication pour la demande, parfois le trouble du comportement peut avoir fonction de demande inadaptée. Donc c'est aussi important de coupler ça à des outils d'analyse fonctionnelle en parallèle pour comprendre qu'est-ce qui peut causer les comportements inadaptés, les comportements défis. Est-ce que c'est un manque d'outils de communication? Auquel cas, il faudra aussi le travailler en parallèle, puisque c'est pas le fauteuil auto qui va résoudre ces problématiques-là. Et puis aussi, si c'est lié à des facteurs anxieux qui sont associés à certains événements de vie, les identifier et, comme tu disais, en anticipation, proposer des moyens de régulation et d'apaisement pour que ça se passe mieux ensuite. Alors là, c'est vrai qu'on vous a présenté un peu la façon de faire, nous, dans le centre. On sait que voilà, le fauteuil auto, en fonction d'où il va être implanté, si c'est plutôt un lieu de vie au quotidien, si c'est plutôt des soins ambulatoires, on peut aussi l'utiliser de façon un petit peu différente. Et ce qui est important, c'est toujours de suivre les besoins du patient. Ça, c'est vraiment important. Il y a aussi des établissements où il n'y a pas forcément de psychomotricien, mais l'idée, ça va quand même être de se poser la question du besoin sensoriel. Il faut qu'il y ait un moment, une personne qui se pose la question, qui évalue un petit peu les besoins sensoriels du patient pour proposer au mieux cet outil. Et donc, quand c'est un psychomotricien ou une ergothérapeute, c'est encore mieux, mais ça peut être un éducateur ou un psychologue qui est très bien formé à la sensorialité et qui va du coup pouvoir un petit peu essayer de guider l'équipe, guider les patients. Et puis finalement, c'est rester toujours à l'écoute des besoins du patient. Ça va vraiment être important. Donc il y a des lieux où ça peut être utilisé justement plutôt à la demande et quand c'est possible, c'est super. Nous, voilà, on a vu pour des questions de disponibilité de salle c'est pas possible, mais ça peut complètement rentrer dans ce dispositif-là. L'idée, c'est de toujours veiller à la sécurité du patient, ça c'est certain, donc qu'il y ait quelqu'un d'un peu présent, et puis à ce que ça réponde à un besoin sensoriel et que ce soit pas une stratégie pour éviter certaines choses. C'est juste ça qu'il faut veiller en fait à ce que ça réponde bien à des besoins d'intégration sensorielle, en évaluant un petit peu les besoins du patient, en mettant en place, et puis des fois c'est en testant qu'on va se rendre compte à quel moment c'est le plus opportun, et puis selon les stratégies un petit peu de l'établissement, de le mettre au service du patient et puis que ce soit confortable aussi pour les soignants. C'est vrai que nous, on préconise, parce que c'est important aussi que ce soit inscrit dans une relation thérapeutique, au sens large, avec tous les corps professionnels différents, que ce soit mené avec la présence d'un professionnel. Ça, c'est aussi important parce que ça permet de réajuster, d'avoir un retour, d'engager aussi une réflexion d'équipe autour des besoins de la personne, de la sensorialité. C'est vrai que la sensorialité, en fait, c'est l'affaire de tous, puisque c'est une problématique qui est importante, qui a des répercussions fonctionnelles au quotidien pour les personnes TS, mais aussi TND au sens large. Et pour le coup, on ne peut pas mettre de côté ces bénéfices-là potentiels pour le patient s'il n'y a pas de professionnels type psychomotricien ou ergothérapeute dans les structures. C'est aussi la raison pour laquelle, dans nos actions de formation également, on va nous sensibiliser les professionnels aux profils sensoriels, aux besoins sensoriels, pour qu'ils puissent aussi avoir ces éléments-là en tête. Et puis également, en fonction des structures, et ça nous est déjà arrivé, on se rend disponible pour être contacté par des professionnels de terrain pour répondre à des questions, pour les aider à les accompagner, à réajuster quand ils ont des questionnements vraiment autour des profils sensoriels.